Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Avant de commencer, un mot nécessaire sur les trigger warnings. On parle de cambriolage violent, d'intrusion au domicile, d'agression et de menaces, parfois avec des sous-entendus sexuels selon les œuvres citées. Je resterai sobre, sans description graphique, et je traite le sujet d'un point de vue de l'écriture et de l'analyse. Si c'est sensible pour toi, n'hésite pas à faire des pauses. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sous-genre dont la force tient à une idée simple. Le lieu supposé être le plus sûr devient le théâtre de la menace. Ici, on parle du home invasion. Le home invasion ne joue pas seulement sur la peur d'un agresseur. Elle travaille la croyance collective que chez soi nous protège. C'est cette croyance que l'intrusion vient contredire. On va regarder d'où vient ce dispositif, comment il fonctionne concrètement, ce que ça implique en termes d'éthique, de représentation et comment l'écrire de façon efficace et responsable. L'objectif n'est pas d'empiler des références, mais d'extraire des principes utiles. Topographie, tempo, point de vue, gestion du son et de la lumière, marge d'agence laissée aux personnages et limite à ne pas franchir. Le home invasion existe bien avant le terme. Au théâtre et au cinéma classique, The Desperate Hours a fixé un modèle. Des intrus imposent leurs règles à l'intérieur d'une maison normale. En littérature, des récits de sièges domestiques, des prises d'otages ou d'arnaques à la porte posent des fondations. Le fantastique l'a détourné sous la forme de la chose qui vient entrer. Mais le cœur du sous-genre est humain. Pas de surnaturel, une contrainte spatiale forte, un jeu de pouvoir immédiat. Si cela fonctionne aujourd'hui, c'est parce que l'intrusion s'attaque à 3 sécurités de base: l'espace, le temps et la loi. L'espace intime n'est plus maîtrisé. Le temps n'est plus à toi. Les intrus imposent alors leur rythme. La loi est hors champ pour une durée indéterminée. La police ne voit pas à travers les murs. Cette triade crée une tension lisible même sans effet visuel. Qui contrôle la porte? Qui parle et qui décide quand on bouge? On distingue utilement le siège. Tu bloques les accès, l'extérieur menace. Et l'intrusion. L'ennemi est déjà dedans ou franchit la porte très tôt. Beaucoup d'histoires passent de l'un à l'autre. Effraction, puis encerclement. Garder ce basculement clair aide le lecteur à comprendre où il en est dans la courbe de tension. Une histoire de home invasion convaincante commence par un plan mental. Pas besoin de schéma imprimé. Mais l'auteur doit savoir ce que le lecteur sent. La porte, la ligne de vue, la pièce de repli, les obstacles, les sources de lumière et peut-être les issues si elles existent. Sans cette clarté, l'action devient confuse ou arbitraire. Dans un texte, on l'obtient par petites touches concrètes insérées très tôt. La porte qui frotte parce que le parquet a gonflé, la marche qui couine, la fenêtre qu'on n'ouvre jamais parce que la poignée est capricieuse. Ces détails ne sont pas décoratifs, ils seront fonctionnels quand la tension montera. La maison devient un personnage de contrainte. Les couloirs imposent des goulots d'étranglement. La cuisine donne des objets manipulables, mais aussi du bruit inutile. Le salon offre des angles morts derrière un canapé, mais laisse des silhouettes visibles sur les baies vitrées. Les étages changent l'équation. À l'étage, tu gagnes une vue et tu perds une issue. Au sous-sol, tu gagnes une cache et perds tout le reste. Ce sont ces arbitrages qui donnent sa crédibilité à la scène. Le son est un outil clé. Dans une maison, la communication passe par des bruits que tout le monde connaît. Des bruits de porte, de pas, d'eau, de vaisselle, de ventilation, etc. Les intrus cherchent à en créer ou elle est supprimée pour tout contrôler. À l'écrit, signaler le silence forcé peut être aussi efficace qu'un fracas. La lumière joue le même rôle. Une lumière allumée révèle une position. Une lumière éteinte ouvre à l'erreur et au faux pas. Le home invasion gagne en densité quand tu règles ces 2 curseurs scène par scène. Une intrusion réussie se pense en fenêtre d'action et en minuterie. Fenêtre, 30 secondes pendant lesquelles la porte n'est pas encore refermée, le verrou n'est pas posé, l'intrus répond au téléphone, la sirène retarde l'entrée. Minuterie, délai avant l'arrivée d'un voisin, d'une patrouille, d'une alarme, de la fin d'une coupure de courant.
L'écriture précise quand ces fenêtres existent et qui les perçoit. Un personnage peut rater une fenêtre parce qu'il est tétanisé. Un autre peut en créer une en négociant du temps. Ce n'est pas du gadget. C'est là que naît l'agence crédible. Le rythme global doit alterner négociation et mouvement. Trop d'action, on sature. Trop de paroles, la menace s'évapore. Des récits qui tiennent sur la durée travaillent des cycles courts. Un déplacement risqué pour atteindre un téléphone, un retour au calme apparent, une relance brutale qui montre que les intrus gardent la main. La sensation d'insécurité permanente vient de cette non-symétrie. L'assaillant décide quand ça bouge, la victime tente d'acheter du temps ou de le briser. Côté intrus, deux lignes dominent. La cible aléatoire, il passe par hasard ou suivant une opportunité, propose un danger plus immersif, parfois maladroit, souvent imprévisible. La cible choisie, revendication, jalousie, rancune, braquage préparé, amène du calcul, du repérage, parfois un visage connu. Les enjeux changent selon le profil. L'errance laisse place au dialogue et à la ruse. La vendetta tolère moins la négociation. Côté victime, la tentation est d'écrire des erreurs qui déclenchent la situation. Porte laissée ouverte, code de sécurité simple, naïveté. Attention au victim blaming masqué. Il est plus intéressant d'installer une erreur structurelle, donc une alarme défaillante pendant des travaux, un interphone en panne depuis la veille, un gardien remplacé, que d'accuser la personne d'imprudence caricaturale. Cela évite de punir un personnage pour faire avancer l'intrigue. L'empathie du lecteur reste alors intacte. L'agence crédible ne transforme pas les personnages en experts tactiques. Elle s'exprime par des objectifs réalistes. Atteindre la fenêtre de la salle de bain pour donner un signal, verrouiller une pièce pour gagner 5 minutes, envoyer un message caché depuis une montre, manipuler l'éclairage. Une bonne scène s'appuie sur des compétences plausibles. Savoir où est le disjoncteur, connaître les habitudes du voisin, se souvenir que le carrelage froid trahit les pas. Cette intelligence ordinaire est plus captivante que l'improvisation héroïque. Le sous-genre flirte avec des zones sensibles, humiliation, violence sexuelle, menaces sur mineurs. On peut les nommer sans les mettre en spectacle. La règle simple tient en 2 points. D'abord, la fonction. Ce que tu montres doit faire avancer une situation précise. Pouvoir, chantage, effet de panique. Pas faire fort. Ensuite, dignité. Privilégier les conséquences et la stratégie plutôt que la description de l'atteinte elle-même. Un récit peut être intense en décrivant un verrou qu'on ne parvient pas à trouver, un souffle synchronisé, un plan d'évasion raté, le retour d'un bruit de pas au mauvais moment. L'horreur naît de la perte de contrôle et de l'encerclement, pas de la caméra collée au visage d'une victime. Le point de vue est un levier éthique majeur. Le home invasion raconte depuis l'intérieur, privilégie l'expérience sensorielle, l'incrédule, l'incertitude et limite la tentation du spectaculaire. Un changement ponctuel de focalisation vers l'intrus peut servir à clarifier un enjeu. Il a vu la clé sous le pot, il a coupé le courant, sans offrir une tribune à son sadisme. Le dosage ici est super important. On va voir 2 séquences types, sans voyeurisme, juste pour comprendre la mécanique. Dans la première, l'intrusion se fait par social engineering. 2 inconnus se présentent comme livreurs. Le hall est lumineux, la sonnette a un larcène distinct, le Judas est voilé par la buée. La voix annonce un colis au nom d'un voisin. Le personnage ouvre la porte seulement d'un cran par chaîne. Une main bloque la fermeture, pas de force brute, juste un pouce positionné. La scène se joue dans des micro-décisions. Accepter et signer sur le paillasson, prendre le stylo, se baisser une seconde, laisser la chaîne à la même hauteur. L'intrusion advient en 3 gestes raisonnables. L'intérêt narratif est là. Faire sentir comment une suite de choix mineurs crée une faille, puis montrer comment on la propage. Dans la seconde, l'intrusion est déjà là. Un bruit au rez-de-chaussée, puis plus rien. L'occupant a une marge d'1 minute avant que la porte intérieure ne s'ouvre. Pas d'armes, pas d'héroïsme. Il faut structurer l'espace, éteindre une lampe, en laisser une autre allumée, pour créer un piège visuel. Placer un obstacle discret au sol, envoyer un message bref avec une info concrète. Bruit de la cuisine, 23h30, immeuble B, étage 2. La scène tient par la précision. Tu écris ce que voient les yeux à hauteur d'ombre, ce que le corps enregistre. L'air plus froid près de l'entrée, une odeur de pluie sur les vêtements des intrus. Tu coupes avant l'affrontement et reprends après sur un élément mesurable. Une porte intérieure qui reste bloquée, 1 minute gagnée. L'intensité ne dépend pas du choc, mais de la gestion de ses paramètres. On va voir quelques variations contemporaines. Le décor change la grammaire. En milieu rural, le voisin le plus proche est loin. Les intrus gagnent du temps, mais le territoire offre une échappatoire. Les granges, les haies, les fossés. En ville, les murs sont fins.
Les voisins peuvent t'entendre, mais il y a plus de parasites sonores, la musique, la circulation, etc. Et une ambiguïté sociale. On n'appelle pas pour un bruit de peur de déranger. Dans un appartement, la cage d'escalier devient un piège et une route d'évasion. L'ascenseur est un minuteur naturel. La maison connectée introduit des enjeux techniques. Une alarme peut être neutralisée à distance, une caméra devient un canal d'angoisse, un assistant vocal est un personnage auxiliaire, qui peut autant aider qu'exposer. Si tu vas sur ce terrain, garde la vraisemblance. Pas besoin de techno-thriller, mais des comportements crédibles. Latence d'une appli, code partagé, notification ratée, etc. La variante infiltration conviviale marche bien en littérature psychologique. Colocation, location courte durée, babysitting, travaux à domicile. L'invasion ne vient pas d'un bélier contre une porte, mais d'un acte légitime détourné. Le contrat initial devient l'arme, horaire, consigne, clé. Le malaise naît alors de la confiance signée. Une histoire de home invasion réussie repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la carte. Le lecteur doit comprendre l'espace sans qu'on lui dessine. Le second, c'est le tempo. Fenêtre d'action et minuterie donnent des respirations. La troisième, c'est l'angle. Choisir le point de vue et s'y tenir, avec des exceptions motivées. Le quatrième, c'est la tenue. Garder une ligne éthique, claire et ne pas confondre intensité et exhibition. À l'échelle d'un roman ou d'une nouvelle, on gagne à penser en forme de palier. Palier 1, la reconnaissance. Entendre, vérifier, peut-être se tromper. Palier 2, l'intrusion reconnue. Accepter que quelqu'un est là. Palier 3, la gestion. Se cacher, négocier, tenter une sortie, échouer, réessayer. Palier 4, la résolution. Retour des forces extérieures, renversement crédible ou fuite. L'issue n'a pas à être héroïque. Elle doit être conséquente avec ce que l'histoire a installé. Un fluide valide, un voisin qui intervient parce qu'un signal a été envoyé 5 chapitres avant. Un défaut de la maison exploité in extremis. Ce sont des clôtures satisfaisantes. Et l'invasion qui se résout par miracle casse la confiance. On évite la punition morale déguisée en intrigue. La victime l'a bien cherché parce qu'elle a oublié de fermer la porte. On évite la fascination pour l'intrus comme un génie supérieur quand rien dans le texte ne le justifie. On évite les armes improvisées, impossibles qui déplacent la scène du côté de la farce involontaire. On évite la surenchère qui banalise. On privilégie la lisibilité des gestes simples. On privilégie la préfiguration directe. Ce qui semble un détail au début devient utile au moment critique. On privilégie les conséquences sur le corps et sur le mental sans humiliation. Tremblement, difficulté à saisir un téléphone, décision de rester caché contre l'impulsion de courir. On privilégie l'après. Un home invasion crédible s'intéresse à ce qui suit. Appeler, rassembler des preuves, accueillir les autorités, gérer l'adrénaline qui retombe et faire l'inventaire de ce qui a changé dans la relation avec le lieu. Ce dernier segment donne du poids à tout ce qui précède. Si tu veux travailler le sous-genre avec de bons appuis, retourne vers des œuvres qui éclairent une dimension technique. Un récit classique de prise d'otage domestique t'apprendra la gestion du dialogue et la négociation. Un film centré sur une héroïne sourde montre ce que le son fait à la grammaire d'une maison. Un huis clos où la famille inverse la traque au 2e acte enseigne la reconfiguration de l'espace. Un thriller qui choisit l'ambiguïté sur l'identité des intrus rappelle la puissance du hors-champ. Et un récit urbain où les voisins entendent sans réagir te donne de la matière pour penser à l'effet témoin. L'idée n'est pas de copier, mais d'observer comment ces œuvres règlent l'échelle, le rythme et la distance. Pour conclure, le home invasion n'a pas besoin de gadgets. Il demande de la rigueur, un espace clair, des règles concrètes, des personnages qui pensent avec ce qu'ils ont. Un temps découpé en fenêtres, une ligne éthique qui protège la dignité des victimes tout en assumant la noirceur du sujet. C'est un sous-genre puissant parce qu'il a quelque chose de fondamental. La sécurité est une convention fragile. La littérature d'horreur est à son meilleur quand elle transforme cette évidence en mécanique dramatique lisible et qu'elle nous ramène, une fois la porte refermée, à des gestes simples et utiles. Vérifier, parler, s'organiser et, du côté de l'écriture, choisir précisément ce qu'on montre et ce qu'on laisse au silence. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et tu peux venir continuer d'en discuter avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles.
Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.